La science est fantastique, c'est rigoureux, logique, crédible et 100% objectif. Par conséquent, les études scientifiques doivent elles-mêmes posséder ces mêmes qualités, et donc être rigoureuses, crédibles, logiques et 100% objectives. Mais est-ce vraiment le cas? Alors comment est-il possible que l'on puisse trouver des études qui donnent des résultats complètement contradictoires? Est-ce que la science est vraiment le Dieu tout-puissant qu'il faut croire aveuglément, ou est-ce qu'elle nous mentirait? Aujourd'hui, on va voir comment bien utiliser la science. Bonjour et bienvenue sur Evolution Factory. La méthode scientifique, dans sa forme la plus pure, c'est poser une question, mettre en place un test objectif pour répondre à cette question, recevoir une réponse et recommencer. C'est un processus simple et efficace, presque élégant. Par conséquent, nous, dans notre vie quotidienne, on a tendance à accorder beaucoup de confiance à chaque étude qui sort. Par exemple, prenons Jérôme. Jérôme est un gars moyen, qui se tient informé en lisant la presse. Dans cette dernière, il lit que la viande rouge augmente les risques de cancer. Il décide donc d'abandonner son steak juteux du soir et le remplace par une salade. Cependant, dans les jours qui viennent, il lit dans la presse qu'en fait non, la viande rouge n'augmente pas les risques de cancer. Il est un peu confus mais décide de recommencer à manger de la viande. Malheureusement pour notre ami Jérôme, l'expérience se répète, avec un autre aliment, puis un autre encore, jusqu'au moment où il décide qu'il en a ras-le-bol. De toute manière, tout cause le cancer dans la vie, et il décide de manger tout ce qui lui fait envie. C'est une réaction certes exagérée, mais presque compréhensible quand on voit le nombre d'études contradictoires dans la littérature scientifique, principalement concernant les sciences qui nous touchent directement, comme la santé, la psychologie, la sociologie, etc. Regardez ce graphique, il rassemble une série d'études qui disent tout et leur contraire. Chaque point rouge est une étude. À gauche, vous pouvez voir les aliments qui protègent du cancer, et à droite, vous pouvez voir ce qui cause le cancer. Vous voyez immédiatement que les études contradictoires, ce n'est pas ce qui manque. Il y a même un site qui s'amuse à recenser tous les articles publiés par le Daily Mail qui disent qu'un certain aliment cause ou protège du cancer. Et le résultat est assez amusant. Je mettrai le lien dans la description pour ceux qui veulent aller voir. Si la science est si efficace, comment peut-on avoir autant d'études contradictoires? Ça n'a aucun sens. À ce moment-là, la plupart d'entre vous pensent sûrement à la même chose, la fraude scientifique. Un scientifique immoral qui escroque consciemment le public. Même si ça existe, c'est relativement rare. En vérité, ces résultats contradictoires viennent de 4 problèmes de la science. Problème numéro 1. Des études mal conçues. Mettre en place une étude scientifique bien conçue demande souvent beaucoup de temps, d'énergie et de compétences. C'est un procédé difficile et long, qui est parfois précipité voire manipulé pour avoir une certaine forme de résultat. La faute a des mauvais incitants, voyez ça comme ça. Chaque chercheur veut progresser dans sa carrière. Pour progresser, il doit publier plus d'études. Pour être publié, il ne peut pas soumettre n'importe quel type d'études, car si les résultats sont déjà connus ou absents, le journal scientifique n'aura aucun intérêt à publier l'article. Certains scientifiques peu scrupuleux vont donc se dépêcher de faire plein d'études rapides, quitte à manipuler les résultats pour avoir des résultats concluants et donc pour être publiés un maximum. Les scientifiques qui ne veulent pas s'adonner à ce genre de pratique se retrouvent coincés, car les journaux accordent plus d'importance au sensationnel de leurs découvertes et à la nouveauté de leurs résultats, plutôt qu'à la qualité de leurs questions et à la rigueur de leurs méthodes, alors que évidemment ça devrait être le contraire. Cette précipitation mène à des erreurs courantes, comme des protocoles bâclés, un manque de mesures anti-biais ou des erreurs statistiques. Problème numéro 2. Des résultats faux et ou exagérés. Même si l'étude est bien conçue, les résultats peuvent tout à fait être mal interprétés. Les scientifiques ne sont pas toujours à jour dans leur connaissance de la statistique. Certains utilisent des techniques inappropriées car ils se sentent à l'aise avec celles-ci, et d'autres utilisent des méthodes de leur logiciel sans vraiment les comprendre. À côté de ça, il y a aussi l'importance des choix subjectifs. Regardez ce graphique. On a donné à 29 équipes de chercheurs les mêmes données, et on leur a demandé de répondre à la question. Est-ce que les arbitres sont plus ou moins enclins à donner une carte rouge à un joueur à la peau foncée? Ils ont tous utilisé une méthode différente, et regardez les résultats. Cela va de un joueur à la peau foncée a la même chance qu'un autre de recevoir un carton rouge, à un joueur à la peau foncée a 3 fois plus de chances qu'un autre de recevoir un carton rouge. Cela montre à quel point la méthode et les choix subjectifs peuvent influencer les résultats. De plus, même si les résultats sont bien interprétés, lorsque vous en prendrez connaissance, ils seront très probablement exagérés. Rares sont les personnes qui lisent des études scientifiques pour le plaisir, et c'est normal, il y a plus agréable comme lecture. Du coup, c'est souvent dans les médias que l'on prendra connaissance des résultats de ces études. Et si les médias avaient l'habitude d'être honnêtes, ça se saurait. En effet, il y a 3 types de résultats à une étude scientifique. Les résultats écrits sur l'étude, les résultats exagérés par la presse universitaire, et les résultats re-exagérés par les médias mainstream. Normalement, chaque nouvelle découverte scientifique doit être questionnée et réanalysée avant d'être adoptée.
Mais la patience n'étant pas vraiment une qualité que les médias possèdent, on se retrouve avec des gros titres comme « Manger de la viande va vous tuer », alors que les résultats de l'étude ne parlaient que d'une simple corrélation. Mais bien sûr, le premier titre va générer bien plus de clics et donc bien plus d'argent. Problème numéro 3. La crise de la reproductibilité. La reproductibilité d'une étude est le fait que deux scientifiques différents, qui font exactement la même étude, doivent avoir exactement les mêmes résultats. C'est un principe fondamental de la science. Car comme le dit Brian Nosek, un psychologue qui a fait des recherches sur cette crise de la reproductibilité, tout l'objet de la science n'est pas que je croie Isaac Newton parce que c'était un gars sympa, c'est que je pourrais le faire moi-même. Montre-moi les données, montre-moi le processus, montre-moi les méthodes, et après si je le veux, je peux le reproduire. Et pourtant, c'est très rare quand on reproduit une étude. C'est à cause du fait que c'est un travail difficile et ingrat. Il ne fait pas avancer le chercheur dans sa carrière, car comme on l'a vu plus tôt, les journaux scientifiques n'ont que faire des vérifications. Ils veulent de la nouveauté. Malgré ça, certains l'ont fait. 270 chercheurs ont essayé de reproduire les résultats de 100 études psychologiques, précédemment publiées par 3 journaux prestigieux. Ils ont réussi à avoir les mêmes résultats 39 fois sur les 100. D'autres chercheurs ont essayé de reproduire 53 études sur le cancer cette fois. Ils ont réussi à avoir les mêmes résultats sur seulement 6 d'entre elles. Dans les deux cas, c'est un assez faible pourcentage. Maintenant, ça ne veut pas forcément dire que les études originales sont fausses. Peut-être que toutes les variables n'ont pas été prises en compte, ou qu'il y a d'autres défauts dans les vérifications. Mais cela reste tout de même alarmant, car la reproductibilité est à la base de la science même. Problème numéro 4. L'évaluation par les pairs. Ceux qui s'y connaissent un peu savent qu'il existe un processus pour contrer les genres d'erreurs qu'on a vus plus tôt, l'évaluation par les pairs. L'évaluation par les pairs est une relecture pré-publication par d'autres scientifiques, afin d'ajouter des commentaires, de pointer les problèmes, de repérer des erreurs ou, si besoin il y a, de recommander contre la publication de l'article. Malheureusement, l'évaluation par les pairs n'est pas très efficace. Les chercheurs Douglas Peters et Stephen Ceci ont voulu tester la fiabilité et l'objectivité de ce processus. Ils ont pris 12 études, publiées 2-3 ans auparavant dans des journaux scientifiques très sélectifs. Ils ont ensuite modifié les noms des auteurs et l'université d'où ils venaient. C'est tout. Tout le reste était identique et ils les ont envoyés au même journal. Cette fois, 90% des scientifiques qui ont regardé l'étude ont émis un avis négatif sur la publication de l'article, alors que ce sont exactement les mêmes études qui ont déjà été approuvées 2-3 ans plus tôt. Et ce n'est qu'un exemple parmi beaucoup d'autres. Cette inefficacité est due à plusieurs choses. Les chercheurs ont des biais, comme tout le monde. Ils laisseront notamment passer plus facilement une étude d'un chercheur prestigieux. Ils sont anonymes lors du processus, donc il n'y aura aucune représaille s'ils font un travail bâclé. Ils sont parfois inadaptés pour vérifier correctement l'étude. Et surtout, ils ne sont pas payés pour faire ça, donc ils vont souvent y accorder peu d'importance. Les conséquences sont que trop souvent, des erreurs passent à travers cette étape. On doit changer nos attentes par rapport à l'évaluation par les pairs. À la place de se dire, cet article scientifique a été vérifié et approuvé par une série d'autres experts, il est donc 100% fiable, on doit plutôt se dire, quelques scientifiques ont survolé cet article et n'ont rien trouvé d'anormal. Mais cela ne veut pas forcément dire que c'est la vérité absolue. Faisons le bilan. Alors, est-ce que la science est bonne à jeter ? La réponse courte est non, bien sûr que non. Et la réponse longue est, bien que le bilan ait l'air plutôt sombre, notre science va bien, même si elle n'est pas parfaite. La vérité, c'est que la science est une aventure difficile. Les chercheurs font un travail fantastique que je respecte profondément, mais eux aussi font des erreurs et ont leurs biais. La science reste le meilleur outil que l'on possède pour se rapprocher de la vérité. Mais ce n'est en aucun cas un dieu omniscient comme certaines personnes pourraient le croire. Répondons maintenant à la question du début. Peut-on faire confiance aux études ? La réponse est oui et non. Non, on ne peut pas faire 100% confiance à une seule étude, mais cela reste tout de même un bon indice. Oui, on peut faire confiance à plusieurs études prouvées par le temps. Plus ces deux variables augmenteront, et plus on va tendre vers la vérité. De plus, toutes les études ne se valent pas. En effet, on peut distinguer 3 grands types d'études. Les études observationnelles, où le scientifique observe et rassemble des données sur un phénomène déjà existant, il n'y a pas d'intervention de sa part. Les études expérimentales, où le scientifique influence intentionnellement une variable lors d'une expérience pour observer les conséquences. Et les méta-analyses, où le scientifique rassemble les données issues de plein d'études différentes qui répondent à la même question et les réanalyse au moyen d'outils scientifiques adéquats. Il existe une vraie hiérarchie des études. Plus on monte dans cette pyramide et plus l'étude est crédible. Vous l'aurez compris, si vous voulez ce qu'il se fait de mieux en termes de science, concentrez-vous sur les méta-analyses. Je vous mettrai en description quelques sites où vous pourrez trouver des méta-analyses. Pour conclure, comment bien utiliser la science ? En appliquant ces quelques principes, vous pourrez tirer le maximum de la science, mais aussi ne pas vous faire manipuler par ceux qui l'utilisent de manière erronée. Changer sa perception de la science, afin d'arrêter de la voir comme une collection de vérités absolues, où chaque étude est 100% crédible, pour la voir comme ce qu'elle est réellement. C'est-à-dire un long processus difficile qui nous rapproche de la vérité, mais qui a aussi ses erreurs et ses défauts.
Regardez là où la connaissance s'est accumulée. Si une seule nouvelle étude dit le contraire de 100 autres, plus anciennes, vous avez tout intérêt à vous méfier. Ne pas mélanger corrélation et causalité. Même si deux choses sont liées en apparence, c'est peut-être simplement une troisième variable qui les influence toutes les deux. Ne pas croire les médias mainstream. Il est utile de se rappeler que leur but est de vendre, et non pas de vous informer correctement. Évaluer la qualité de l'étude. La petite pyramide que j'ai fait plus tôt est un bon point de départ pour le faire. S'attarder sur la conception de l'étude. Des problèmes courants sont les conflits d'intérêts, quand une firme paye des chercheurs pour créer une étude qu'elle a envie de voir, des études qui se basent sur trop peu de personnes, des études biaisées, ou encore des résultats généralisés à l'homme alors que les tests étaient faits sur des animaux. Gardez ces quelques principes en tête et vous saurez comment bien utiliser la science. La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Cette dernière vidéo était certainement la vidéo la plus longue que j'ai préparée depuis le début, mais je considère que le sujet était vraiment important. Si mon contenu vous intéresse, abonnez-vous. Sur ce, merci d'avoir regardé et salut à tous.